G6. Jeudi 22 juin 2017, soyez les bienvenus au journal, ravi de vous retrouver. Voici les titres. Le Bénin dispose de plus de 200 milliards de francs CFA pour le deuxième compact du MCA. À suivre dans ce journal le compte-rendu de la cérémonie d'entrée en vigueur et quelques impressions d'officiels présents. Les militants du Front pour le sursaut patriotique ont battu le macadam ce matin à Cotonou. Ils exigent une meilleure gouvernance du pays. Dans ce journal, le reportage de Jérôme Rungbo. Et puis nous sommes le 22 juin, on célèbre la greffe et le don d'organes, occasion pour nous de revenir sur ce qui semble au Bénin un sujet tabou. Bonsoir et bienvenue à tous. Le Front pour le sursaut patriotique est descendu dans la rue ce matin. Ses militants exigent de l'exécutif une meilleure gouvernance de la cité. Itinéraire choisi pour leur marche, Bourse du Travail, place de l'Étoile Rouge à Cotonou. Mathieu Sokanou, Jérôme Rongba, reportage. Au matin de ce jeudi, le préfet du département du Littoral descend à la place de l'Étoile Rouge pour constater la mobilisation des forces de sécurité publique. Pendant ce temps, à la Bourse du Travail, les militants du Front pour le sursaut patriotique FSP se mobilisent. Ils entament la marche. De Maro militaire en passant par Saint-Michel et Aïdiado, ils se sont rassemblés au point de chute, la place de l'Étoile Rouge. La levée actuelle du peuple montre qu'elle veut une seule chose, une gouvernance de patriotisme et de probité. C'est pour cela qu'il faut absolument tout de suite la réunion des États généraux pour asseoir les bases d'une haute gouvernance pour le pays. Une gouvernance où les députés ne votent plus contre de l'argent parce qu'ils ne seront plus élus sur la base de l'argent et de la fraude. Une gouvernance où le peuple est au cœur des programmes et projets du gouvernement au service du bien-être commun et au contrôle de leur exécution. C'est la signification actuelle de la résistance de plus enlevée du peuple, de la mobilisation actuelle, de la marche actuelle. Le Front pour le sursaut patriotique entend revenir à la charge si son appel n'est pas entendu. Et puis, une bonne nouvelle pour le Bénin, le deuxième compact du Millennium Challenge Account vient officiellement d'entrer en vigueur. De montant de plus de 200 milliards de francs CFA, ce programme prend en compte plusieurs secteurs névralgiques du développement, dont celui de l'énergie. Blaise Adampo, Océana Moussou. L'image est éloquente. Une statue de la liberté plutôt vivante, illuminée par une lampe. Double symbole pour illustrer un projet entre le Bénin et les États-Unis. Le deuxième programme du Millennium Challenge compte. Devant les membres du gouvernement et les autorités politiques, le coordonnateur du MCA Bénin présente les grands projets de ce compact, axés sur le développement de l'énergie électrique. Nous mettons l'accent sur 4 projets. Les 4 projets que je voudrais vous présenter sont les suivants. Le projet réforme des politiques et renforcement institutionnel, le projet production d'énergie électrique, le projet distribution de l'énergie et enfin le projet de l'énergie hors réseau. À travers cette assistance, les États-Unis œuvrent pour l'amélioration des conditions de vie de la population béninoise. Représentant le montant d'environ 229 milliards de francs CFA, auquel s'ajoute une contrepartie béninoise d'environ 17 milliards de francs CFA. Le compact représente en soi le programme d'aide américain au développement le plus grand et plus ambitieux au Bénin. À travers ces investissements, le compact MCC aidera le Bénin à réformer et renforcer les institutions responsables pour la fourniture d'électricité. Ce deuxième compact du Millennium Challenge compte vient accompagner le programme d'action du gouvernement dans sa vision de permettre une meilleure accessibilité à l'énergie électrique. L'ambition que porte ce deuxième accord de don trouve un écho particulier
dans notre programme d'action du gouvernement. En effet, le deuxième programme du Bénin pour le MCC envisage de traiter les problèmes clés du sous-secteur de l'énergie électrique. C'est pour ça que résoudre les problèmes énergétiques du Bénin participe à la croissance économique et à une meilleure structuration de notre économie. Signature et échange des paraphes entre les deux parties. Et voilà, la mise en œuvre du deuxième compact du Millennium Challenge est compte pour le Bénin scellé. À partir de ce jeudi 22 juin 2017, le décompte est lancé. Et après la cérémonie d'entrée en vigueur de ce programme du Bénin pour le Millennium Challenge Account, nos reporters ont recueilli les impressions du ministre de l'Énergie, Donald Jean-Claude Oussou, et du directeur général de la SBEE, Laurent Tosso. Aujourd'hui, on va dire 22 juin 2017, c'est un grand jour pour toute la nation béninoise parce que l'électricité est un secteur vital. Nous aurons bientôt 5 années devant nous pour faire la mise en œuvre de toutes les actions qui sont prévues dans le Compact 2 et ceci va donc contribuer à la qualité de vie, à améliorer la qualité de vie de chaque Béninois à travers la disponibilité de la production, à travers un réseau de distribution de la SBEE entièrement modernisé et donc à travers une disponibilité de l'énergie électrique aux clients de la SBE. Nous avons le devoir, et je me sens déjà prêt, à récupérer jusqu'au dernier centime les ressources qui sont contenues dans le compact. Je peux vous assurer que de ma position de directeur général, je vous rassure que tous les projets seront mis en œuvre pour la grande satisfaction de sa clientèle. La partition du gouvernement sera totale, puisque la détermination l'est également, c'est-à-dire totale, puisque c'est une opportunité extraordinaire que nous avons à travers cet accord de don, qui vient d'être officiellement lancé, comme vous avez pu le voir. Le travail qui a été fait est énorme pour lever les conditions préalables pour qu'on soit là aujourd'hui, et je tiens à remercier l'ensemble des acteurs qui ont concouru à ce premier résultat, qui est une première étape, puisque le plus dur reste à venir. L'actualité ce jeudi, c'est aussi l'atelier de restitution de l'étude sur les mesures de sauvegarde du tarif extérieur commun TEC-CEDEAO. C'est une initiative du cadre régional de concertation des organisations des producteurs de riz de l'Afrique de l'Ouest qui entend plaider pour une meilleure organisation des filières rizicoles en Afrique de l'Ouest. Jules Akouaikou, Marie-Louise Perrin pour le compte-rendu. Les acteurs clés des filières rizicoles de l'Afrique de l'Ouest souhaitent une bonne gestion du secteur d'activité, car plusieurs difficultés jalonnent l'évolution de la riziculture. Quoique n'étant pas au même niveau de couverture des besoins de leur population en riz, les pays africains, dont le Bénin, malgré les efforts des gouvernants et l'accompagnement des partenaires techniques et financiers, peinent non seulement à satisfaire la totalité des besoins des populations en riz, mais ont également des difficultés pour l'écoulement du peu de riz produit et transformé au niveau de chaque pays. Pendant longtemps, nos États, nos gouvernants ont misé sur le commerce international. Donc on importe du riz. Mais vous voyez, en 2008, quand il y a eu crise alimentaire, les prix ont augmenté. Et à partir de ce moment, on a compris que la stratégie de miser, de confier notre vente aux producteurs d'autres pays est suicidaire. Maintenant, il faut changer de fusil d'épaule. Et comme nos chefs d'État ont adopté le tarif extérieur commun, qui est rentré en vigueur depuis janvier 2015, à un taux de douane plancher, c'est à 10%. C'est grave. Les pays comme le Japon protègent même leur riz jusqu'à 700%. Nous pensons qu'il nous faut des situations analogues ici. Comme pendant 5 ans, ce texte adopté ne peut pas être modifié, nous avons la possibilité de faire des propositions pour ce qu'ils ont appelé des mesures de sauvegarde. Plusieurs argumentaires et stratégies de plaidoyer sont à définir par ces riziculteurs pour favoriser la régulation du marché de riz dans la sous-région ouest-africaine. Dans un autre registre, retenez que la gestion moderne des déchets solides ménagers entre désormais dans sa phase opérationnelle. Ils seront non seulement collectés à temps, mais surtout valorisés. L'objectif est d'assainir davantage nos villes. La procédure pour les appels d'offres est désormais lancée. Cécile Rondet, Calvador Aronon.
C'est un atelier d'information et d'explication sur le projet Modernisation du système de gestion des déchets solides ménagers dans le Grand Nokoué. Il s'agit ici d'un exposé des grandes lignes de ce vaste programme d'assainissement. L'idée est de permettre aux acteurs de la filière de gestion des déchets solides ménagers de mieux appréhender le contenu des programmes afin de soumettre leur dossier. C'est un appel d'offres à plusieurs tiroirs qui comporte la composante collecte et transfert. Le contenu des prestations du DAO collecte se présente comme suit. Fourniture, entretien et maintenance des équipements de containerisation. En ce qui concerne la DSP Tri-valorisation, c'est une DSP de conception, de réalisation et d'exploitation des centres de tri pour valoriser une part des déchets et réduire les tonnages enfouis en lieu d'enfouissement sanitaire. Le projet prend en compte les communes telles que Ouida, Abomey-Calavi, Sémé-Podji et les villes de Porto-Novo et de Cotonou. Avant sa phase active, les populations seront sensibilisées au préalable en vue d'un changement de comportement. Les ménages sont invités à souscrire au service de pré-collecte des déchets solides ménagers. Le projet Modernisation du système de gestion des déchets solides ménagers dans le Grand Nokoué vise à atteindre 90% de taux de collecte d'ici 7 ans, durée d'exécution du projet. Les dossiers d'appel d'offres sont disponibles en début de semaine prochaine. En attendant, on jubile à Cocotomé parce que le marché est désormais en service. C'est le fruit du projet Corridor Abidjan-Lagos de la Banque mondiale. L'inauguration du joyau a eu lieu hier mercredi. C'était en présence des commerçantes et commerçants du marché ainsi que du représentant des ministères du Transport et du Plan. William Aguiar, Alexis Kenom. Voici le joyau financé par le projet Corridor Abidjan-Lagos. Un marché moderne avec des voies d'accès et ouvrages d'assainissement mis à la disposition des femmes de Cocotomé. Le coût global des travaux s'élève à 1 706 319 010 francs. La consistance des travaux, ça a concerné l'exécution de la clôture du domaine du marché, le remblai de la plateforme du marché en vue de sa hors d'eau. Nous avons en dehors de ça la réalisation de 12 hangars. On a la réalisation des voies d'accès au marché de Cocotomé. Nous avons procédé à l'éclairage solaire, à l'alimentation en eau du marché. C'est pour les bénéficiaires un soulagement après plusieurs années d'attente. Un des besoins est de se nourrir. Encore faut-il que le lieu où le commerce s'exerce soit un lieu entretenu. C'est ce joyau que nous avons aujourd'hui. Nos mamans ne se lasseront pas de venir au marché parce que non seulement elles pourront faire leur activité, mais également elles gagneront de l'argent. Le marché de Cocotomé devient ainsi l'un des plus grands et plus assainis de la commune d'Abomey-Calavi. Allons maintenant à la cour d'assises. L'audience est ouverte. 17 ans de travaux forcés, c'est le verdict prononcé par la Cour dans le 8e dossier inscrit au rôle ce jeudi. L'accusé est reconnu coupable de crimes de parricide. Héloïse Willanton, bonsoir, vous y revenez. Oui, tout à fait, bonsoir Serge, amis téléspectateurs, bonsoir. Un fils a tué son père, disons-le simplement comme ça. En droit, cet acte criminel est qualifié de parricide. Atiaye Adelou Babaïde, c'est le nom de l'accusé, 27 ans au moment des faits, cultivateur Aïcha Gbadodo, c'est dans la commune d'Adjawere, dans le département du Plateau. Il a commis son forfait le 31 décembre 2001. Mais comment en est-il arrivé à ce degré de méchanceté? Eh bien, l'accusé a tendu une embuscade à son père qui rentrait chez lui aux environs de 22 heures après avoir rendu visite à son ami. Son fils aîné, Atiaye
Adelou Babaïnde lui assène de violents coups à la nuque à l'aide d'un gourdin et s'enfuit. Son père s'écroule, gît dans le sang et décède quelques minutes plus tard. À l'interrogatoire ce matin, l'accusé reconnaît les faits et se confond en excuses. Il demande la clémence de la cour car, dit-il, je ne sais pas ce qui m'a poussé à commettre cet acte. Fin de citation. Le ministère public représenté par Vigile Pobalei, dans sa réquisition, s'est évertué à démontrer les éléments constitutifs de l'infraction au regard des articles 295, 299 et 302 du Code pénal. Il lui trouve tout de même des circonstances atténuantes telles que son repenti exprimé, sa moralité qui lui est favorable et son casier judiciaire vierge. Il requiert alors 17 ans de travaux forcés. Sa défense, assurée par Maître Kato Atita, devant ses faits avérés, a plaidé le pardon. Il démontre que le fondement de ce crime prend sa source dans les considérations sociologiques. Il sollicite alors une réduction de peine pour son client. Après 90 minutes de délibération, le verdict de la Cour, présidé par Marie Soudé Godonou, tombe. Akcheye Adelou Babaïnde est reconnu coupable de parricide et est condamné à 17 ans de travaux forcés. L'intéressé ayant déjà fait 15 ans et 6 mois de détention préventive, retourne en prison pour encore 18 mois, Serge. Alors, Héloïse, en réalité, c'est 2 dossiers qui ont été vidés. Tout à fait. Le second dossier traite d'une infraction de viol. Pas un viol ordinaire. La particularité ici, c'est que cela se passe entre père et fille. Augustin Adimankou, 58 ans, imposé à ses 2 filles âgées de 14 et 15 ans des rapports sexuels. Et parfois, sous la menace appréhendée, il a été inculpé et écroué. Il n'a jamais reconnu les faits, même à la barre. Ce matin, il a tout nié. Il a été condamné aujourd'hui à 15 ans de travaux forcés. L'audience est déroulée à huis clos. Merci, Héloïse. La séance se poursuit demain. Oui, la séance se poursuit demain. C'est une affaire d'assassinat impliquant 9 accusés. Merci beaucoup et à demain. L'audience est ouverte. Nous sommes aujourd'hui le 22 juin et puis la journée est dédiée à la problématique de la greffe et du don d'organes dans le monde. En la matière, les listes d'attente sont souvent longues et les besoins tardent à être satisfaits. Mais au Bénin, greffe et don d'organes restent encore des sujets tabous. Andela Kweidja et nos compatis. Poumons, foie, pancréas, presque tous les organes peuvent être transplantés aujourd'hui. Mais au Bénin, le service de néphrologie reste le plus grand demandeur de greffage. Nous avons des cas de transplantation rénale. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous avons beaucoup d'insuffisants rénaux qui ont été pris en charge entièrement par l'État. Donc, ils subissent des séances de dialyse 2 à 3 fois par semaine pendant des années et le nombre est grandissant. Donc, parmi ces insuffisants rénaux, il y en a qui ont été inscrits sur la liste, qui sont des candidats à la greffe rénale. Cependant, aucune structure de transplantation d'organes n'existe au Bénin. Ces besoins exprimés en greffage rénal sont difficilement comblés. Pour ce qui concerne spécifiquement la transplantation, nous avons de sérieux problèmes. D'abord, le plateau technique ne nous permet pas de faire la transplantation. Deuxième élément, c'est que nous n'avons pas la facilité d'obtenir des dons ou des personnes volontaires pour donner les organes lorsque nous avons besoin de ces organes-là. Parfois, lorsque cela est possible, c'est interfamilial. Mais la plupart de cette chirurgie de pointe ne se pratique pas encore dans notre pays du fait de notre plateau technique. Un plateau technique inexistant, mais aussi une problématique sociologique parce que les Béninois préfèrent aller dans leur tombe avec tous leurs organes au complet. Sur place, ça ne se fait pas. Nos parents n'acceptent pas de nous donner leurs organes. On a assisté à des cas comme ça. Un papa de plus de 80 ans qui a ses 2 reins et à son fils de 40 ans qui a les 2 reins bousillés par un cancer. On lui a tout dit, donne un rein à ton enfant pour qu'il puisse vivre. Il n'a pas accepté. Il faut aussi régler la question de ressources humaines compétentes, sans oublier le cadre légal.
Pour qu'il n'y ait pas de déviance, il faut que très tôt, il y ait un cadre légal qui accompagne cet acte. Et ce qui va être encore plus bénéfique, c'est que très tôt, il faut que ça soit donner un organe à un autre, c'est-à-dire un père puisse donner à son fils, une mère ou entre époux. En attendant, les personnes qui ont besoin de transplantation d'organes sont évacuées vers la France à grands frais. Bientôt la fin du jeûne, la Jamaat islamique Ahmadiyya Bénin témoigne de sa solidarité envers les couches vulnérables. Elle a offert des vivres à plusieurs structures dans le département du Littoral. Yves Agodopessi et Jean-Claude James ont suivi la délégation de la Jamaat islamique Ahmadiyya Bénin dans son périple. Au total, 4 structures ont bénéficié de ce don de vivres qui intervient à la dernière décade du mois de Ramadan. Ministère des Affaires sociales, première structure retenue par Rana Farouk Ahmad et les autres membres de la Jamaat islamique Ahmadiyya pour la remise officielle. Je voudrais saluer leur devise qui est l'amour pour tous, la haine pour personne. Et je voudrais remercier la Jamaat Ahmadiyya pour tout ce qu'elle fait pour le Bénin et qui sont visibles partout. Après le ministère des Affaires sociales, cap sur le Centre national hospitalier universitaire Hubert Kotoukou-Maga de Cotonou, le Centre national hospitalier de psychiatrie et la prison civile de Cotonou. Et pas 7 ans de carême, 7 ans sains, c'est pas tout le monde qui pense à nos frères qui sont en détention ici. Je tiens à vous remercier infiniment. Que Dieu vous le rende au centuple et que tout ce que vous entreprenez prospère. Il faut rappeler qu'avant ce périple, la délégation est allée solliciter l'aval de l'autorité préfectorale. La coopération pour la promotion de l'épargne et du crédit a tenu son assemblée générale ordinaire, une assise consacrée à l'étude du rapport d'activité de l'année 2016. L'objectif est de revisiter les activités menées l'an dernier et de faire des projections pour le futur. Compte rendu, Cécile Rondet, Iliad Bokovo, Edmond Hongbor. Évaluer les activités de l'année 2016, définir les forces et faiblesses à divers niveaux, c'est l'exercice auquel s'attellent ces membres de la coopérative pour la promotion de l'épargne et du crédit CEPEC. Une vue globale sur les acquis de l'année antérieure. Ce qu'il faut noter au cours de l'exercice 2016, c'est la diversification des produits. Et ceci grâce au partenariat avec l'UNCDF, à travers notre association professionnelle qui est le consortium Alafia. Nous avons pu toucher près de 12 000 membres en plus par rapport à ce projet pour une mobilisation de l'épargne de plus d'1 milliard. L'institution de microfinance se porte bien. Cependant, quelques difficultés restent à relever. Il y a les impayés qui sont là avec la situation économique. Ensuite, ce qu'il faut noter ainsi comme difficulté, c'est un peu le système d'information de gestion que nous devons améliorer. En termes de défis aujourd'hui pour la CEPEC, je crois que nous devons mettre l'accent sur 3 points. Le premier point, c'est la mobilisation davantage des ressources, distribution de crédits dans une approche plus professionnelle pour maîtriser les risques d'impayés. Et le troisième défi, c'est le recouvrement serré, n'est-ce pas, de tous nos impayés. Le CEPEC, structure de microfinance décentralisée, existe depuis 1992. Sa mission, améliorer le niveau de vie des populations à faible revenu. Achevons ce journal avec la manœuvre militaire Kondo de 17 qui s'est achevée ce jeudi. En ce 4e et dernier jour de la manœuvre, le haut commandement militaire était présent. L'exercice de lutte contre la piraterie s'est déroulé en mer avec plusieurs patrouilleurs. Reportage, Ghislain Pouguet, Igor Ayosso. C'est la lutte contre la piraterie maritime qui a occupé les hommes de la marine militaire béninoise ce dernier jour de manœuvre. Un navire est dérouté par des pirates qui prennent en otage l'équipage. Les fusiliers marins mettent pied sur le navire et tiennent en respect les pirates. La scène s'est produite en présence du haut commandement, avec à sa tête le chef d'état-major général des forces armées béninoises.
entraîner nos troupes, les former, les équiper de façon à lutter efficacement pour la sécurité maritime et pour la sûreté maritime. Pour l'état-major des forces navales, les objectifs de l'exercice sont atteints. Les objectifs escomptés ont été atteints largement. Il était question pour nous, dans un premier temps, d'entraîner nos personnels. Ça a été fait. Et dans un deuxième temps, il était question pour nous de collaborer ensemble, de travailler ensemble avec toutes les entités qui interviennent dans le domaine de la sécurité maritime. Ça aussi, on est arrivé à le faire. Cette manœuvre militaire participe d'une démarche plus globale de formation qui intègre aussi l'armée de terre. Le bataillon des commandos parachutistes va effectuer des sauts. Quand tous les bataillons auront effectué leur première sortie dans le cadre d'un contrôle de zone globale, nous allons faire un exercice de cohésion pour marquer la fin donc, des activités du premier semestre. Donc ça bouge également au niveau des forces terrestres. 4 jours d'exercice et d'aguerrissement, 4 jours pour tester le matériel, les mécanismes et les protocoles. Le haut commandement militaire dit être satisfait du comportement des hommes tout au long de cette manœuvre. Kondo 217, c'est terminé. Rendez-vous dans 3 mois pour d'autres exercices, d'autres manœuvres et d'autres tests. Ainsi se referme ce journal. Toute l'équipe de réalisation vous dit merci et se réjouit déjà de vous retrouver tout à l'heure à 23h pour le journal du soir. Entre-temps, suivez à 21h le documentaire Sale temps pour la planète, suivi de 2 feuilletons, Les choix de l'amour et Windec. Cette édition est à retrouver sur notre plateforme, le www.ortb.bj. Bonsoir chez vous. Prenez le prochain rendez-vous du journal de 20h avec G6.